Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce 19h30 quand l'Église remet l'homme et la préservation des ressources de la nature au centre du développement économique. C'est de cela dont il s'est agi hier et aujourd'hui au premier colloque sur l'écologie intégrale à l'initiative de l'archidiocèse de Cotonou. Les autorités politiques, universitaires et autres experts y étaient. 250 tonnes de faux médicaments et plus a résonné en plus de 150 opérations l'année écoulée. Le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique de l'autorité de régulation du secteur de la santé a présenté le point hier à Cotonou. L'instance alerte l'opinion des risques de nuisance de ces produits sur la santé. Triple réjouissance à l'établissement électricité froid du sud de l'Okossa. La structure fête 32 ans d'existence, la qualification de plusieurs apprenants formés désormais opérationnels et l'anniversaire de naissance de son président-directeur général. L'archevêché de Cotonou interpelle la conscience collective sur la préservation de la nature dans l'exploitation des ressources. La fondation de l'archidiocèse a initié 2 jours durant le premier colloque international de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Le thème est intitulé « Écologie intégrale pour la survie et le bien-être de la création ». Les travaux se sont ouverts à Cotonou hier, au siège de l'UCAO à Cotonou, avec des acteurs multidisciplinaires d'ici et d'ailleurs. Voici l'essentiel de la cérémonie d'ouverture. Le principal message de cette rencontre des 20 et 21 janvier est clair. La création n'est pas une possession, mais un don confié par le Créateur à la vigilance des hommes. La fondation de l'archidiocèse de Cotonou initie ce premier colloque international de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest sur l'écologie intégrale pour débattre de la protection de la nature, la dignité humaine, la justice sociale et la paix. Nous sommes ici parce que l'heure est grave. La maison commune souffre. Les équilibres naturels sont rompus. Les plus pauvres paient le prix fort d'un modèle de développement qui oublie la limite, la justice et la fraternité. C'est donc un grand débat contemporain engageant le destin de l'Afrique et celui de l'humanité tout entière qui s'ouvre en présence des représentants du Saint-Siège, des autorités politiques, chercheurs, experts, acteurs ecclésiaux et de la société civile. Même si les causes de la dégradation des écosystèmes de la Terre sont de diverses natures, l'approche doit converger vers la justice environnementale et non sur le principe du plus fort, à travers la dignité et le respect de l'architecture naturelle que nous avons découverte en venant sur la Terre. Nous avons besoin d'une écologie intégrale, c'est-à-dire d'une écologie qui embrasse l'homme tout entier, tout l'homme et tout homme, c'est-à-dire son âme, son imagination, sa dignité, ses relations et sa responsabilité devant Dieu. Le programme est meublé de 3 conférences inaugurales et 6 sessions thématiques. Le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique s'est présenté à l'opinion publique hier lors d'un point de presse à Cotonou. Cet organe de l'autorité de régulation du secteur de la santé fonctionne sur la base de 4 axes majeurs depuis sa création en septembre 2022. Dr Nathalie Migan-Diogo, présidente du conseil, revient ici sur les attributions de l'entité. Le conseil de surveillance agit comme une instance stratégique de contrôle, d'analyse et de proposition en évaluant la performance et l'efficacité du sous-secteur pharmaceutique afin de formuler des recommandations visant à renforcer sa gouvernance et son efficacité globale. Concrètement, son action s'articule autour de 4 axes majeurs. L'orientation et le contrôle des activités des institutions du sous-secteur, l'exercice du rôle d'instance de recours, la réflexion sur l'évolution du sous-secteur pharmaceutique et la coordination de la lutte contre les faux médicaments. En conclusion, le Conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique est un acteur clé de la régulation et de la gouvernance du sous-secteur pharmaceutique.
Il exerce un rôle stratégique de régulation visant à renforcer la cohérence, la performance et l'efficacité globale du sous-secteur pharmaceutique. En plus de 150 opérations, plus de 250 tonnes de produits pharmaceutiques illicites ont été saisies en 2025. Ce point non exhaustif est le fruit des descentes conjointes de l'Agence béninoise du médicament, de la police républicaine et de la douane béninoise. Le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique saisit l'occasion de cette sortie médiatique pour assurer les populations des efforts consentis pour la lutte contre les faux médicaments. Dr Nathalie Migandiogo alerte aussi sur les risques sanitaires liés à ces médicaments en appelant à la prudence. On la retrouve. En effet, ces produits peuvent ne contenir aucun principe actif, rendant le traitement inefficace. Ils peuvent ne contenir qu'une quantité insuffisante de principes actifs, favorisant des complications, ou renfermer des substances toxiques susceptibles de provoquer des maladies graves, voire la mort. Nous invitons donc les populations à faire preuve de vigilance et de responsabilité en se procurant leurs médicaments exclusivement dans les structures pharmaceutiques autorisées et en évitant systématiquement les médicaments vendus dans la rue ou dans des circuits informels. Les données relatives à l'année 2025 sont en cours de consolidation, mais les informations disponibles à ce stade font état de la réalisation de plus de 150 opérations ayant permis la saisie de plus de 250 tonnes de faux médicaments. Parallèlement aux actions répressives, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement conduites afin d'informer les populations sur les risques sanitaires liés aux faux médicaments et de promouvoir des comportements responsables, notamment le recours aux circuits légaux de distribution. Face aux dangers que représentent les faux médicaments, le Conseil de surveillance tient à rappeler avec insistance que ces produits mettent directement des vies en danger. L'efficacité des mots de passe est aujourd'hui un enjeu crucial de sécurité. Cet ensemble de chiffres et lettres permettant de protéger les accès sur téléphone ou ordinateur est la première ligne de défense contre les intrusions non autorisées aux comptes en ligne, appareils et fichiers. Pour davantage sécuriser les mots de passe, on vous propose de suivre l'avis de quelques spécialistes. Ils parlent de combinaisons de plus d'une dizaine de caractères. Florence Possard. Le mot de passe est un outil indispensable mais négligé. Elodré Djenguin est un jeune homme de 18 ans. Pour créer un mot de passe de son compte Facebook, le jeune étudiant a tout simplement fait référence au numéro téléphonique de sa mère, des coordonnées qu'il estime faciles à mémoriser. Bon, déjà, comme je ne me connais pas trop dans les mots de passe, alors j'ai fait référence au numéro de ma maman, donc j'ai utilisé le mot de passe de ma maman tout simplement. Contrairement à lui, d'autres jeunes rencontrés ont compris très tôt que le mot de passe doit être tenu pour secret afin d'éviter qu'une personne non autorisée y accède. D'abord, pour mettre des mots de passe sur mes comptes, que ce soit en ligne ou bien sur mon téléphone par exemple, j'évite surtout de mettre mes identifiants personnels comme par exemple ma date de naissance, le nom de mes enfants, en tout cas tous les mots-clés qui m'entourent, qui font partie de mon environnement quotidien. Il est toujours important d'avoir un mot de passe parce que vous savez, quand vous avez un compte par exemple Facebook, pour pouvoir protéger votre compte, il faut un mot de passe afin d'éviter les piratages ou d'empêcher quelqu'un d'autre de pouvoir accéder à votre compte. Bien que le suivi et l'élaboration d'un mot de passe peuvent sembler un défi de taille, quelques conseils de base aident à l'améliorer et le protéger. À titre d'exemple, l'emploi de combinaisons et de chiffres complexes. Aujourd'hui, on utilise des mots de passe pour protéger nos boîtes email, donc la section de nos boîtes email. Et surtout, si je prends sur le plan national, on utilise beaucoup le mobile money et tous les systèmes mobile money ont un mot de passe qu'on appelle le PIN mobile money et souvent c'est à 4 chiffres, des fois à 5. Donc c'est aussi un mot de passe. Et sa complexité, quand on n'arrive pas à vite deviner ce mot de passe là, on dira que ce mot de passe il est
sécurisé. Aujourd'hui, en 2026, ce mot de passe doit comporter au moins 16 caractères. Et 16 caractères, un mélange de chiffres, de lettres, de caractères spéciaux comme des arrobases, des crochets et aussi des majuscules. Donc c'est vraiment assez complexe à retenir pour un humain. C'est ça un mot de passe sécurisé. La sécurité de l'accès aux messageries, réseaux sociaux, banques ou encore applications d'entreprise à travers le mot de passe repose sur une gestion efficace de ces codes secrets, ce qui prémunit contre les cyberattaques de plus en plus courantes dans l'espace virtuel. Le projet de développement des chaînes de valeur agricole dote les acteurs des filières riz et maïs d'équipements. Des moissonneuses et greneuses et autres kits ont été remis à ces producteurs des communes d'intervention du projet. Dans son volet équipement, la cérémonie de remise s'est déroulée à Dassazouma en présence des responsables des pôles agricoles, Imet Hélène Moussou et Georges Vaudouna. Des équipements et matériels agricoles pré- et post-récolte acquis gracieusement au profit des acteurs de la chaîne de valeur des filières riz et maïs. Les engins vont permettre aux bénéficiaires de faire de bonnes semailles, mais également réduire les pertes post-récolte et accroître la productivité. La cérémonie de Dassa marque, selon les responsables du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles PDI-CVA, le démarrage de la mise en place des différents équipements dans l'ensemble des communes d'intervention. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour la remise des équipements et matériels agricoles. Cette dotation, composée notamment de kits de moissonneuses, d'espateuses et de graineuses de maïs, représente pour nous bien plus qu'un appui matériel. Il s'agit d'un levier majeur de transformation de nos pratiques agricoles, d'une opportunité de renforcer notre productivité. Financé par la Banque islamique de développement et le gouvernement béninois, le PDI-CVA vise à renforcer la diversité économique, la sécurité alimentaire puis améliorer les revenus des ménages. Le projet, au cours des 2 premières années de mise en œuvre, a travaillé à lever les obstacles qui freinent la production optimale du riz et du maïs. Après les semences et la formation des acteurs, les responsables actionnent le volet équipement du projet. Et parmi ces équipements, nous pouvons citer 500 motopompes destinées aux producteurs de riz du pôle 1, 75 faucheuses de riz réparties de manière équitable selon les superficies des 22 sites rizicoles identifiés dans les pôles 1, pôle 2 et pôle 4. 20 batteuses de riz, 25 moissonneuses batteuses de riz, 20 kits complets de moissonneuses et greneuses pour le maïs, 30 motoculteurs pour améliorer les conditions de préparation des sols dans les 3 pôles de développement agricole et 5 trieuses optiques. Nous sommes à peine à mi-chemin et ils mettent en place tout ce qu'il faut comme package pour accompagner les producteurs et les suivre au moins pendant 2 ans et demi avant la fin de ce projet. Nous continuerons de former les gens, non seulement sur les techniques de production, mais la gestion de la post-récolte. Choisis avec soin et selon des critères bien définis, les bénéficiaires seront assistés dans l'utilisation des équipements, ont promis les responsables du projet. Des recyclages périodiques sont d'ores et déjà programmés. L'idée est de donner plus d'ampleur aux résultats escomptés. La Fédération pour la paix universelle FPU Afrique et la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique FOPA signent un mémorandum d'entente. La cérémonie parrainée par la représentation de la CEDEAO au Bénin est placée sous le signe de la commémoration du Martin Luther King Day. Cette signature entre les 2 organisations ambassadrices de paix s'est déroulée à Cotonou pour des retombées au Bénin, en Afrique et partout dans le monde. Ouliat Sanoussi, Rachidi Soubero. Elles sont désormais devenues une. Par la signature de ce mémorandum d'entente, la Fédération pour la paix universelle FPU Afrique et la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique FOPA se donnent la main. Ce moment ne représente pas qu'un simple acte administratif, mais il est un acte de foi, un engagement solennel au service de la paix, de la cohésion sociale et du développement humain de l'Afrique. En signant aujourd'hui ce mémorandum d'entente, ne signons pas seulement un document. Nous scellons une alliance de valeurs. Nous posons une pierre de plus dans l'édifice d'une CEDEAO et d'une Afrique réconciliée, solidaire et prospère que nous espérons voir du vivant de chacun de nous. Si nos aînés qui sont ici doivent se référer
de quelques minutes en 1977, un 16 janvier, et pour se référer encore au 7 décembre de la dernière fois, ils doivent savoir que nous devons nous mettre encore plus ensemble. Nous devons nous pardonner, nous devons nous tolérer. Cette signature du mémorandum d'entente entre les deux organisations est placée sous le signe de la célébration du Martin Luther King Day, un homme ayant marqué l'histoire des États-Unis, un héros de la paix. La paix est une œuvre collective et chacun à son niveau doit jouer sa partition. C'est pour cela que la FPU Afrique et la FOPA ont sollicité la collaboration de la CEDEAO. On n'a pas le choix. La paix est réellement menacée dans ce monde et nous ne pouvons rien faire sans la paix. Et tous ceux qui œuvrent jours et nuits pour renforcer la paix, nous devons les soutenir. En prenant l'initiative avec Sa Majesté de signer ce mémorandum d'entente, vous contribuez effectivement à la base et au niveau où nous sommes dans ce pays, dans cette région, à au moins cultiver encore la paix. Parce que c'est une fleur qui se fane très vite. Le vœu est que les objectifs communs portés par ce partenariat FPU Afrique et FOPA puissent produire des résultats durables, porteurs d'impact et d'espérance au Bénin, dans la sous-région et au-delà, sur l'ensemble du continent africain. Je voulais annoncer en sommaire l'établissement électricité froid du Sud implanté à Lokossa souffle ses 32 bougies. L'événement a été couplé avec la mise sur le marché de l'emploi d'une demi-douzaine d'apprenants en fin de formation et l'anniversaire de naissance du président directeur général de cet établissement, Marcel Yewessi. On va faire le point de cette réjouissance multiple avec Narcisse Alezin. C'est un double anniversaire qui est célébré ici pour mettre en lumière l'établissement froid du Sud implanté à Lokossa. Le 55e anniversaire de son président directeur général qui fête en même temps ses 32 ans de service. 32 ans de service. 32 ans de service. C'est pas dans le Dieu m'a aidé. Je tiens à le remercier. 32 ans au service des communautés pour la réparation de leurs appareils électroménagers, réfrigérateurs, climatiseurs, ventilateurs et cuisinières notamment, mais aussi bien d'autres instruments du monde artisanal. Et depuis 1993, il dit avoir mis sur le marché de l'emploi près d'une trentaine d'apprenants. Qui ont fait de première année à 4 ans, de première année à 5 ans, qui sont tous libérés, qui exercent déjà leur métier depuis. Et les derniers sur la liste sont au nombre de 5. Après une formation dont la durée varie entre 4 et 5 ans, ils ont reçu leur parchemin en marge de cette cérémonie de double anniversaire. Ça a été vraiment difficile d'apprendre le métier pendant 6 longues années, avec les difficultés, braver la pluie, le soleil, un peu de tout. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une grâce de recevoir mon attestation. Tout comme ces nouveaux récipiendaires, tous leurs aînés qui ont fait leurs âmes ici ont été conviés à cette fête. Je suis parmi eux, je suis content. Parce que je veux qu'ils évoluent, je veux qu'ils soient eux-mêmes. Pour prouver au monde entier qu'apprendre un métier, c'est très important. Apprendre un métier, c'est très important. On ne dit que de ça, avec sincérité, rigueur. Et c'est un message adressé à la jeunesse. Les gens ont la maîtrise, ils sont à la maison. Maîtrise en géographie, maîtrise en espagnol, maîtrise en sociologie, maîtrise en anglais, maîtrise en master 2, tout. Aujourd'hui, nos enfants doivent comprendre que ce n'est pas seulement les études qui donnent à manger. Il y a l'autre voie, le métier. Du coup, des conseils ont été prodigués à l'assistance pour l'orientation de leur progéniture par rapport à leur choix de carrière. Il y a eu enfin une pluie de témoignages sur le président directeur général de l'établissement Électricité Froid du Sud. Un homme qui, selon les intervenants, incarne des valeurs d'humilité et d'intégrité. Son établissement, lui, est installé à l'entrée de Lokossa en venant de Cotonou. C'est en sport qu'on va finir. Les nouvelles de Kigali ne sont pas bonnes. Les Guépards handballeurs du Bénin se sont inclinés sur un score de 52-28 cet après-midi en entrant en lice à la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors.
La sélection béninoise défiait celle du Maroc pour le compte de la première journée de compétition face à une écurie assez expérimentée du haut de sa 22e participation au tournoi. Les Guépards trébuchent d'entrée. Après ce faux pas au seuil, le Bénin va faire sa deuxième sortie de la phase de groupe demain jeudi face au Congo à partir de 14h précise, heure de Cotonou. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi tout à l'heure à 20h. C'est l'info continue. Le thème ce soir, élection législative, comment expliquer l'échec des LD. Romuald Rouy et Aristide Kanoussou se retrouvent sur le plateau pour croiser leurs regards. Merci de rester fidèles à nos programmes sur Canal 3 Bénin.